Retour sur ce plateau. Bonjour Roland, Laurent, Tonéikès. Carole Olaye, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Auditeurs de la 102.3 FM Internet, bonjour. Marc Goudjano, bonjour. Oui, bonjour à tous nos amis téléspectateurs internautes. Bonjour à toi, Carole Olaye. Bonjour à Laurent. Roland Tonéikès, c'est un plaisir de vous avoir toujours ce matin pour pouvoir quand même échanger quelques prises de nos réflexions sur les sujets d'actualité. On dirait que vous avez préparé le discours ce matin. Non, même pas. Mais bien, très bien inspiré d'ailleurs. Alors, bien sûr. Joyeuse Pâques à vous. Jésus ressuscité. Vous avez bien fêté? Très bien, même. J'ai eu tout un long week-end occupé du début jusqu'à la fin. Hier, je suis rentré très tard. Joyeuse Pâques aux téléspectateurs et internautes, également aux amis auditeurs de la 102.13 qui nous suivent également en direct à partir de GloJIB, plus précisément à la Fondation CIVRE. Voilà, nous démarrons avec l'attaque de deux positions du Bénin par les terroristes au nord. Actualité oblige, l'armée éprouvée mais toujours déterminée. C'est le quotidien, le matinal qui en parle ce matin. Roland Tonéikès. oui, l'armée éprouvée mais toujours déterminée. Je voudrais ce matin rendre hommage, un hommage vibrant à nos forces de défense et de sécurité qui sont au front, qui malheureusement subissent les assauts des djihadistes. C'est beaucoup de peine, beaucoup de difficultés pour nous qui sommes leurs compatriotes, beaucoup de peine, beaucoup de difficultés pour leurs parents, j'imagine. Ceux qui ont péri face aux djihadistes, j'imagine la peine de leurs parents. Je voudrais quand même dire à ces forces de défense et de sécurité que la patrie est toujours derrière elle et que interpeller les gouvernants pour dire de toujours travailler à réfléchir, à trouver les voies et moyens de renforcer nos forces de défense et de sécurité, demander que le Saint-Esprit, Dieu, inspire davantage le chef de l'État, inspire le ministre de la Défense, inspire le chef d'État-major pour qu'il puisse réfléchir sur ce qu'il faut faire concrètement. Parce qu'en de pareilles circonstances, les conseillers sont nombreux, les experts sont nombreux à conseiller. Mais véritablement, que faut-il faire concrètement pour contrer les assauts des djihadistes? Et je finirai en disant ceci, je ne le dirai jamais assez, je ne suis pas un anti-patriote. Je voudrais demander au chef de l'État, à nos dirigeants de l'armée, de réfléchir sur la possibilité de mettre de côté les considérations politiques ou les crises entre le Burkina Faso et le Niger et le Bénin, et de trouver les moyens de travailler ensemble pour que le point triple ne soit plus une zone à risque pour nos forces de défense et de sécurité. C'est beaucoup de peine que d'en parler. Je crois que quand on regarde un peu les images, c'est vrai qu'on n'aurait pas souhaité que des images circulent comme ça. Malheureusement, les images ont inondé les réseaux sociaux, nous voyons tout ce qui se passe. Vivement que nos autorités réfléchissent véritablement. Je pense que parfois, quand on donne ces conseils, on est mal vu, mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné écouter ce que nous disons. Moi, je ne suis pas militaire, mais je peux quand même dire que les gens réfléchissent. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu les inspire davantage, que le Saint-Esprit vous inspire davantage, que vous puissiez trouver des moyens de continuer à sécuriser nos frères et sœurs, à renforcer leur arsenal de combat pour que les djihadistes ne continuent pas à venir nous défier. Ils nous ont défiés en janvier, ils viennent nous défier encore en avril. C'est beaucoup de douleur, c'est pas bien. Marc Goudjano. Oui, il faut dire que ce sont des pères de famille qui sont partis suite à cette attaque et c'est vraiment une grande peine pour les familles, hein, une grande peine pour les familles et tout le Bénin est en deuil. Je rappelle que la dernière fois, lorsqu'on était en train de célébrer les Vodun Days, on avait suivi une attaque toujours dans cette zone triple. Et aujourd'hui encore, c'est cette zone triple qui est attaquée à nouveau, faisant encore plus de victimes. Et c'est vraiment dommage. Parce que quand c'était survenu au mois de janvier, on avait fait des analyses dessus, on avait eu à faire des propositions.
Mais je pense que c'est tombé dans des oreilles de sourds où toute la stratégie qui devait être mise en place pour pouvoir quand même protéger nos citoyens. C'est vrai qu'ils ont prêté serment pour pouvoir défendre la patrie, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être livrés lorsqu'on sait que la stratégie militaire qui est mise en place dans cette zone ne leur permet pas de pouvoir travailler en sécurité, d'être en toute quiétude et de pouvoir faire leur travail comme cela se doit. Malheureusement, nous venons de subir encore de grosses pertes et ce qui est toujours déploré lorsqu'on l'a dit, bien qu'on ne soit pas militaire, le temps de réactivité de nos forces de défense reste encore à étudier, à revoir, parce que c'est sûr que lorsqu'il y a ce genre d'intervention, il y a tout le monde n'est pas tué à la fois. Il y a sûrement certains qui arrivent quand même à appeler, à donner la sonnette d'alarme. Quel est le temps de réactivité? Quel est le temps le plus immédiat pour pouvoir envoyer des soldats en renfort, des unités spécialisées en renfort pour pouvoir aider ces soldats sur le front, parce que ça fait déjà de trop. Et on sait que dans cette zone, on n'est pas, en tout cas, en symbiose avec le Niger et le Burkina, de telle sorte que le Bénin est abandonné dans cette zone. Je pense qu'à partir de janvier, quand on a eu cette attaque, le porte-parole du gouvernement était sorti pour notifier le fait qu'il n'y avait pas une collaboration avec les autres pays qui devaient rester au niveau de cette zone où le Bénin se retrouve pratiquement seul, parce que les autres sont en retrait, c'est-à-dire à quelques kilomètres encore, à des dizaines ou des centaines de kilomètres de cette zone triple. Et donc, le Bénin est seul à couvrir cette zone. Et quand les terroristes sont chassés de part et d'autre, du Niger, du Burkina, ils couvrent cette zone. Et nous sommes devenus comme en tout cas, un point où les terroristes cherchent à venir s'approvisionner en armes. Parce que n'oublions pas, lorsqu'ils attaquent nos points, ils prennent nos armes, ils prennent nos munitions, ils prennent tout ce qui peut leur servir pour pouvoir quand même continuer à s'approvisionner. Et c'est ça ce qui est vraiment dommage. Vous verrez qu'à la suite de cette attaque, vous verrez les beaux discours, vous verrez la mise en place d'une cellule peut-être pour pouvoir mieux amorcer cette crise, pour pouvoir mieux réfléchir à cette question, mais le problème reste toujours et demeure toujours. Alors, tous ces hauts gradés qu'on a au sein de l'armée béninoise qui vivent aux frais des citoyens, puisque ce sont nos ressources qui permettent de pouvoir payer leur salaire, tout ce qu'ils utilisent, et donc, à quoi est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent sur quel type de stratégie pour pouvoir sécuriser ces soldats de rang qui vont sur le front et qui vont se faire massacrer en laissant femmes et enfants? C'est vraiment dommage. Il faut que cette responsabilité partagée de part et d'autre par les gouvernants, par les hauts gradés qui sont chargés de la stratégie militaire, et également par cette manque de cohésion, cette manque de diplomatie qui puisse quand même permettre également, en tout cas à ceux qui dirigent le pays actuellement, de pouvoir tisser des liens forts avec les pays voisins pour pouvoir avoir une symbiose d'information. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on refuse le fait, on n'admet pas le fait que forcément il y a une base française au Bénin, ça c'est vrai. Mais on travaille avec des partenaires, que ce soit français, américains et autres. En quoi est-ce qu'ils nous aident réellement à pouvoir sécuriser ces zones-là? En quoi est-ce qu'ils nous aident réellement en ce qui concerne la défense de nos territoires en terrorisme? Parce que s'ils sont là à nous aider aujourd'hui et que malgré ça, on ne voit pas leur présence de façon tangible, à ce que quand même ça puisse nous permettre, au niveau même du service de renseignement, de pouvoir être informés de déplacement de ces djihadistes pour pouvoir venir nous attaquer aussi librement que possible, alors cette coopération, ça sert à quoi finalement? On nous a donné des drones, on nous a donné du matériel, mais ça ne suffit pas. Le matériel, il faut un personnel très qualifié. Il faut une stratégie bien déterminée pour pouvoir utiliser ce matériel-là. On lance le concours de recrutement, j'en viens, on lance le concours de recrutement pour les conducteurs de drones. Justement, c'est des actions également. Mais on est en retard, on est en retard, ne l'occultons pas. On est en retard par rapport à ça. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez combien de fois ces autres pays de l'AES, je veux parler, qui constituent, il y a 2 pays de l'AES qui sont dans cette zone triple, je veux parler du Niger et du Burkina déjà, malgré les assauts qu'ils ont, vous voyez, on voit au niveau de l'actualité, quelles sont les ripostes qu'ils arrivent à faire. D'accord, aujourd'hui, nous, en matière de stratégie et en matière d'équipement militaire, on est dernier.
ne nous leurrons pas, on est dernier. Et donc, ça demande à ce que... Ça demande à ce qu'il y a des chiffres qui sont là, il y a des statistiques. Lorsque vous voulez comparer les statistiques au niveau des armées de ces différents pays, pardon, ne parlez pas du Bénin. Franchement parlant. Et donc, lorsqu'on parle de stratégie, ça ne suffit pas. Ne voyez pas les défilés militaires. Les défilés militaires ne font pas en réalité ne donnent pas en réalité le vrai équipement ou la force de frappe d'une armée, en réalité. Pas totalement. Parce qu'il y a les équipements que vous aurez, mais à part les équipements, il y a les hommes qui doivent savoir bien utiliser les équipements qu'il faut. Il y a les chefs militaires qui doivent mettre la stratégie en place pour pouvoir sécuriser nos frontières à divers niveaux. Et surtout cette zone triple, parce que la même zone a été attaquée en l'espace de quelques mois, 2 ou 3 mois, d'accord, 2 fois successivement. Et donc ça montre en réalité la fragilité, d'accord, de notre armée. Et donc, ça devient très préoccupant. Et lorsque je parle au niveau du recrutement des drones, moi, quand ils avaient lancé le concours, moi, j'ai dit, mais attends, on va recruter du personnel civil qu'on doit former pour conduire ces drones, d'accord, qui sont déjà disponibles, qui sont à notre niveau. Alors que, au sein même de l'armée, d'accord, il y a forcément des gens, d'accord, qui ont cette capacité-là, qu'on peut mettre en apprentissage, d'accord, pour pouvoir conduire, c'est-à-dire mettre en recyclage, leur apprendre comment conduire ces drones pendant une période donnée. Le temps du lancement du concours, la durée que ça va prendre, le temps de recrutement, de composition, le temps que ça va prendre, le temps de recyclage, de formation de ces gens-là, parce qu'ils iront faire un concours, en tout cas, ils iront faire un test d'études d'abord, un test militaire d'abord, ils iront au camp, se faire former également, c'est-à-dire physiquement, ils doivent être aptes également. Donc tout ce temps que ça va prendre avant de mettre en place l'opérationnalisation de cette drone-là, vous voyez, ça fait beaucoup de temps. Alors que si on a déjà au sein de l'armée des militaires qui ont en tout cas cette capacité, les aptitudes pour pouvoir le faire, ça va réduire la durée. Parce qu'aujourd'hui, c'est une urgence. C'est une urgence nationale. Et il faut que ceux qui sont à la tête, qui sont les responsables à divers niveaux, puissent prendre leurs responsabilités. Parce que des mères sont en train de pleurer, des femmes sont en train de pleurer, des enfants sont en train de pleurer. Et ce n'est pas la première fois. Roland Tonné-Ikes. Non, je voudrais quand même remercier Marc pour avoir quand même dit une des vérités qui dérangent malheureusement au 229 désormais. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité parfois. Parce que quand on dit que nous sommes attaqués tous les jours et que c'est maintenant qu'on veut recruter des gens qui pilotent des drones alors que vous avez des militaires qui sont sur le front. Palmarès, on en a parlé ce matin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas former en même temps ceux qui sont au front sur la manière de piloter les drones aujourd'hui? Et donc, il faut lancer un concours, recruter, passer par toutes les étapes avant de les envoyer au front. Parce que quelqu'un qui pilote les drones, il ne va pas piloter que les drones sur le champ de bataille. Il va falloir qu'on le prépare aussi à riposter dès qu'il y a des assaillants qui sont là. Et donc, moi, je pense que c'est la vérité qui dérange. Il l'a dit. Et j'imagine comment est-ce que ça va les déranger. Ils vont commencer par prendre du coup ce qu'on a dit et aller dans tous les sens pour dire nous sommes des antipatriotes. Qu'est-ce qu'ils disent sur un plateau de télévision? Mais la vérité, c'est qu'ils acceptent parfois la vérité et qu'ils se disent, écoutez, qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous allons? Quelle est notre vision dans 2 ans, 3 ans ou bien dans 6 mois? Comment est-ce que nous comptons en finir avec les terroristes? C'est vrai que malheureusement, c'est un problème de la sous-région. On ne va pas finir de sitôt parce que malheureusement, dès aussi longtemps qu'il n'y aura pas entente entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, nous serons toujours attaqués, le Niger sera attaqué, le Burkina sera attaqué, jusqu'au moment où enfin on trouvera le point d'entente et puis on va s'entendre pour travailler ensemble. Parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas de synergie d'action entre les 3 pays, quand le Bénin avait été attaqué en janvier, qu'ils vous souviennent qu'on a vu des images venues du Burkina Faso sans avoir la confirmation que ces terroristes qui ont replié vers le Burkina Faso ont été attaqués, ont été neutralisés. Et depuis, je crois, j'ai lu aussi une coupure du journal télévisé au Burkina Faso qui fait état de ce que des djihadistes qui dormaient à la Belle Étoile auraient été neutralisés dans un espace Tchankari, je ne sais quoi, quelque part. Jusque-là, on n'a pas la confirmation si véritablement ce sont les djihadistes qui sont venus attaquer le Bénin. Mais alors, s'il y avait synergie d'action entre les 3 pays, je crois qu'on n'en serait pas là. C'est qu'ensemble, on peut dire, oui, bon, c'est qu'on a la confirmation, la partie béninoise peut se référer à la partie burkinabé et demander si véritablement ils ont fait ça et on peut sortir un communiqué ici pour dire, bon, oui, la partie burkinabé a réussi à limiter en tout cas les assauts. Mais malheureusement,
l'absence de synergie d'action fait que, oui, chacun dans son coin fait son travail. Et dans ces conditions, le Bénin n'est pas à l'abri, le Burkina n'est pas à l'abri, hein, le Niger non plus. Et c'est ça le dommage. Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en parlant de synergie d'action, le Bénin peut collaborer au plan militaire avec ces pays-là sans appartenir ou sans faire son entrée à l'AES? Alors, je vous explique un truc terre. Vous savez, le problème c'est qu'aujourd'hui, les pays de l'AES, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de quitter la CEDEAO. Et un nouveau partenaire militaire, qui est la Russie. Le Bénin n'a pas quitté la CEDEAO et n'est pas membre de l'AES, a un partenaire militaire ou bien des partenaires militaires, notamment la France, et les États-Unis. La France et les États-Unis qui sont désapprouvés par le Burkina Faso et le Niger. C'est tout le problème en réalité. C'est-à-dire que le Bénin a ses partenaires militaires, les autres ont leurs partenaires militaires et ne veulent plus collaborer avec les partenaires militaires du Bénin. C'est tout le problème. Donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile. C'est pourquoi je dis, c'est pas pour demain la fin de cette affaire, parce qu'aussi longtemps que les partenaires, chacun des partenaires recherche ses intérêts dans la sous-région. Le Burkina Faso, la France et les États-Unis viennent avec un langage, avec une vision claire. La Russie, de l'autre côté, fait son travail avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali, mais en ayant aussi une vision, un objectif à atteindre. Et c'est ça qui est le véritable problème. En réalité, ce n'est plus le Bénin, le Niger et le Burkina Faso aujourd'hui. C'est la guerre des intérêts des puissances. Justement, n'est-il pas temps qu'on choisisse le peuple? Non, choisir le peuple. Vous savez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ou même, vous savez, des autres côtés, au niveau de l'AES, nous avons des dirigeants qui sont purement militaires. D'accord? Et qui sont dans une dynamique de va-t-en-guerre. Donc, quand c'est comme ça, et c'est sur ça d'ailleurs, ils surfent pour pouvoir convaincre leur peuple. Parce qu'ils se disent qu'ils sont là aujourd'hui pour défendre le peuple en ce qui concerne surtout la menace terroriste. Sinon, à part le discours de la menace terroriste, quel discours Ibrahim Traoré a par exemple? Quel discours le chef de la junte malienne a? Quel discours le chef de la junte militaire au Niger a? C'est ça, au fait, la plupart du temps, leur discours. Et donc, ils servent sur ça, mais mis à part cela, tel que Laurent l'a expliqué, il y a les partenariats militaires qui font que c'est presque impossible de les voir s'entendre. Parce que, vous voyez de l'autre côté, avec le Bénin, où on a vu même le porte-parole de l'armée, des forces armées béninoises, qui a dit qu'ils ont même initié, en tout cas, ils ont même eu des discussions avec les Burkinabés, avec l'armée burkinabé. Et donc, ça a fait qu'en réalité, il n'y a pas eu trop d'ouverture. Parce que quoi, les autres sont méfiants. Du moment où on n'a pas les mêmes partenaires, ça veut dire que ce n'est pas le même service de renseignement qui travaille. Et donc, vous avez vos services de renseignement qui est orienté beaucoup plus entre les Français, les Américains et autres. Eux, ils ont leur service de renseignement qui est beaucoup plus orienté vers les Russes. Et donc, toute leur stratégie militaire, peut-être, ce sont les Russes qui les aident. Et ils se disent, ce n'est pas à nous de donner des informations aux Béninois, d'accord, aux forces armées béninoises, alors que leurs partenaires, qui ne sont pas nos partenaires, qu'on a désavoués au niveau de nos pays, qu'on a même chassés de chez nous, que ce soit ceux-là qui soient leurs partenaires et que nous, on leur fournisse encore des informations. Ils vont refuser. Ils vont refuser totalement. Et donc, ça fait que, malgré la bonne volonté du Bénin, de pouvoir collaborer, de pouvoir coopérer avec ceux-là, ça n'aboutira pas parce que vous voyez, tout ce qu'on vient de décrire est une réalité. Et ça fait partie également de la stratégie militaire, où chacun veut avoir sa position, veut avoir son autonomie, et donc ne va pas vouloir forcément donner les informations qu'il a à son niveau aux autres. Et donc là, ça pose réellement un véritable problème, parce que je ne sais pas par quelle alchimie le Bénin va pouvoir avoir des renseignements, par exemple, du Niger ou bien du Burkina qui va les aider à contrer les djihadistes. Le mieux, c'est de pouvoir s'appuyer sur déjà les partenaires qu'on a aujourd'hui, pas pouvoir les repousser et choisir d'autres partenaires, on ne propose même pas ça. Mais les vrais partenaires que vous avez aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée qu'ils vous apportent dans la lutte antiterroriste aujourd'hui, où malgré leur rapport, on est toujours menacé tous les jours, on est toujours attaqué tous les jours. De façon stratégique, quel est le renseignement qui est fourni? Parce que tout est une guerre de renseignement. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Bon. Et donc, ça passe également par là. Aucun d'œil à notre conseil, Nadège Diwan. Et donc, ça passe par là. Qui a l'information a le pouvoir. Donc, c'est l'information qui permet de pouvoir anticiper sur les actions des autres. Tout à fait. Et donc, ils ne peuvent pas attendre quelque chose du Niger ou bien du Burkina.
ça ne viendra jamais. Donc, appuyons-nous sur nos propres forces, sur les partenaires qu'on nous a toujours vantés, qui nous ont toujours aidés aujourd'hui. Alors, quel est leur rôle? Quelle est leur valeur ajoutée, telle que le dit Alain Kenneth? Quelle est leur valeur ajoutée alors à cette guerre-là qu'on a? Cette guerre asymétrique. C'est du sérieux sur ce plateau. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Non, moi je crois qu'il faut que nos dirigeants quand même réfléchissent davantage à quoi faire. Parce que justement, étant donné qu'elles réfléchissent à quoi faire, parce que nos frères et sœurs, nos frères au front ont beaucoup plus besoin de soutien, et je demande à toute la nation béninoise d'envoyer les vibrations positives à nos frères et sœurs qui sont au front, et que nous puissions être davantage positifs et croire que oui, c'est possible que nos forces de défense et de sécurité prennent le dessus. Mais je voudrais quand même aussi que le gouvernement davantage se manifeste sur les cas de cette tuerie-là parfois, même si c'est une journée de deuil national ou une journée de souvenir en sa mémoire de ces personnes, je crois que ça a aussi son sens. Voilà, nous allons poursuivre, disais-je tantôt, avec Matin Libre. Nous allons retrouver Matin Libre qui s'intéresse à la politique ce matin en porte-à-faux avec la ligne du parti à Abomey-Calavi. Tokpanou, une voix discordante au sein de l'UPR, c'est une interrogation à laquelle nous allons également essayer de répondre sur ce plateau. Roland Tonéikes. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens s'en prennent à Victor Tokpanou. Victor Tokpanou, c'est un cadre, c'est un professeur d'université. Il a appris à faire quelque chose dans sa vie. Si les gens l'enlèvent de leur liste politique, c'est qu'il va continuer à travailler et vivre. Il n'y a que les carriéristes politiques qui ne peuvent pas avoir le courage de dire ce qu'il a dit. Ceux qui sont carriéristes politiques, qui n'ont pas appris à faire quelque chose de leur vie, depuis qu'ils ont eu la majorité, 18 ans ou 25 ans ou je ne sais quoi, et qui sont acteurs politiques tout le temps, députés tout le temps, mais après ils sont obligés de faire sauter pieds joints dans la mouvance pour faire ce qu'ils font là. C'est eux qui n'ont pas le courage, ne pourront jamais avoir le courage de dire ce qu'il a dit là. C'est un professeur d'université. Vous le chassez de vos listes là. Il a quand même son titre de professeur d'université. Il va retourner à l'université pour travailler. À la craie, tout simplement. Simplement. Moi, je veux bien que les gens parfois acceptent le. Vous êtes sûr? Attendez, je veux bien. Les professeurs d'université n'ont pas pu reprendre leur craie. Non, écoutez, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, au plan international, il a réussi à toujours faire ses preuves. Vous le bloquez ici, si vous ne le mettez pas en difficulté, il a toujours des... En fait, avec son rang, lui, il ne va pas chômer comme certains carriéristes politiques. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quand même une différence. Il y a une différence entre... Il y a les uns et les autres. C'est les libres. Oui. Mais moi, je pense véritablement que... Bon, il sera tué. Non, je ne vais pas écouter. Roland, ce matin. Laissez-moi finir quand même. Allez-y. Moi, je pense véritablement que les gens doivent pouvoir commencer par accepter qu'en leur sein, les gens leur disent la vérité. En fait, le problème de la politique au 229, dans notre pays, sur les tropiques, pas qu'au Bénin, c'est que quand quelqu'un est dedans, il ne doit pas pouvoir dire ce qu'il pense. Écoutez, si vous suivez, vous avez bien suivi, Victor Tokpanou, il a dit qu'il a fait des démarches, qu'il a pris soin de contacter les responsables divers niveaux de son parti politique, il a fait ces mêmes choses. Et donc, qu'il fasse cette démarche-là, qu'il n'ait pas été entendu et qu'il vienne en parler, en quoi est-ce qu'il a péché? Parce que c'est aussi ça le rôle du député, de l'élu. C'est vrai que quand moi je ne suis pas d'accord, quand je n'étais pas d'accord quand on l'a aligné sur la liste, je disais, mais voilà quelqu'un qui n'a pas semé là où il veut moissonner. C'est encore eux qui l'ont accompagné. Maintenant, aujourd'hui, acceptez véritablement que la personne vous dise la vérité, dise en tout cas sa part de vérité. Je crois que fondamentalement, aujourd'hui, quand on regarde un peu la classe politique aujourd'hui, c'est vrai que les plus sincères, bon, c'est vrai qu'on va lui attribuer qu'il a été obéi ou je ne sais quoi, il était prêt d'obéir. Les gens peuvent lui attribuer ça, et que c'est pour ça qu'il est en train d'avoir ces réactions. Mais parfois aussi, ces réactions en interne doivent pouvoir interpeller les dirigeants des partis politiques, et notamment le chef de l'État pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire alors pour que des gens qui sont avec nous n'aient pas d'éléments de preuve de nous juger de cette manière ou de nous critiquer. Parce que si Victor Tokpanou le dit, imaginez alors la lecture que ferait un opposant par rapport à ce dossier. Imaginez la lecture que pourrait faire
quelqu'un qui ne partage pas les idéaux de la rupture de ce dossier. Je pense que véritablement, il faut réfléchir sur l'essentiel de la question et voir que, bon, Tokpanou a parlé, qui d'autre a envie de parler? Parce qu'il y en a un. On l'a toujours dit sur ce plateau. Il y en a plein qui parlent. Écoutez, ils parlent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas parler publiquement. Mais ils parlent. Il baisse sa tête, il parle, il murmure, il ne veut pas parler maintenant. Le moment viendra. Et c'est pourquoi moi je continue de dire au chef de l'État, pour tout le respect que j'ai pour lui, je lui dis d'ouvrir les yeux très vite. Parce que là où nous sommes, il peut avoir l'impression qu'il a encore les acteurs politiques avec lui et qu'il peut continuer à les inféoder. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce qui se dessine là, attention. Marc Goudianou. Oui, c'est vrai. Je me rappelle très bien lors de la suspension de ce CA de Glodjigbe et la précipitation avec laquelle le maire avait eu à prendre certaines décisions et la désignation à la va-vite d'un nouveau conseiller en même temps pour remplacer le chef d'arrondissement. Je pense qu'on avait eu à faire des débats dessus et on a trouvé que c'était trop flagrant, cet état de choses, parce que, tel que ça me réjouit que l'un des députés et encore un responsable, pas des moindres, de l'UPR, puisse revenir quand même sur ce sujet pour dire combien de fois ça n'allait pas et rappeler les personnes qu'il avait eu à toucher quand même dans ce cadre-là pour pouvoir leur faire comprendre en réalité que la faute que ce conseiller avait commis n'était pas d'ordre administratif, mais plutôt un délit d'opinion et qu'on ne devait pas considérer cela pour le destituer. Et comme vous savez, en politique, c'est des guerres de leadership. Et à un moment donné, il y avait déjà peut-être une stratégie qui était planifiée depuis longtemps et on cherchait par quelle issue on devait peut-être prendre pour pouvoir quand même remplacer ce CA-là, peut-être qui dérangeait peut-être au sein de cette alliance-là, de cette mouvance. Et donc, il fallait trouver l'alibi possible, il fallait trouver quand même le juste chemin. Et vous avez vu, tel que je l'ai dit, ça a été fait dans la précipitation. Tout s'est déroulé en quelques jours, et la passation des services, tout le reste, et puis c'est passé. Et donc ça montre en réalité tout ce qu'il y a comme problème au sein même des partis de la mouvance présidentielle, où parfois les décisions qui sont prises, parfois n'a pas le commun accord de tout le monde, n'a pas l'assentiment de certaines têtes pensantes de ces partis-là, qui, n'oublions pas, nous un homme de droit. Et donc je ne pense pas que même au sein, par exemple, de l'UPR, par exemple, si on doit parler en termes de doyenné, quelqu'un qui puisse lui donner des cours de droit. Et donc, il est la personne la mieux habilitée, par exemple, pour pouvoir connaître et pour pouvoir mieux appréhender ce genre de situation. Mais la guerre politique, le leadership politique aidant, ceux qui avaient déjà leur intention derrière ont déjà mis leur machine en œuvre. Donc, quelle qu'en soit l'opinion que lui donnera, en tant que cadre, en tant qu'acteur politique, ça ne va pas les déranger à pouvoir prendre leurs décisions. Et on a vu l'aboutissement de tout ceci. Et donc, il faut quand même, à un moment donné, que si effectivement les tests prévoient des dispositions pour pouvoir sanctionner, il faut que ces dispositions soient respectées et que l'esprit de cette loi soit réellement étudié et que ça ne soit pas une chasse peut-être aux sorcières, je dirais, entre griffes, parce qu'il faut dire que l'ancien CA dont on parle aujourd'hui a peut-être beaucoup plus d'affinité avec tel homme politique et donc compte tenu de telle situation politique ayant survenu dans cette période, il n'avait plus la bénédiction de certains qui peut-être déjà, même au sein de ce même bloc de la mouvance, le jalousait déjà, parce que lorsque vous êtes proche d'un leader au niveau national, par exemple, et qu'à un moment donné, les autres n'ont pas cette facilité de pouvoir approcher le leader, il y a déjà cette jalousie qui est au sein même de cette grande mouvance présidentielle. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il a été victime de ce conseil. Et c'est bien que l'honorable Tokpanou puisse quand même le dire, pour que les gens puissent comprendre que tout ce qu'on était en train de dire lié à ce dossier-là n'était pas totalement faux. Et ça montre également
tout ce qui ne va pas. Ça, ce n'est qu'un cas de figure parmi tant d'autres qui existent au sein des deux grands ensembles de la mouvance présidentielle. Je dirais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Non, c'est maintenant il a eu l'occasion de pouvoir s'exprimer sur Zone Franche. Est-ce qu'il était sorti de façon officielle après? Justement, non, il pouvait le faire, il pouvait opiner. Je crois que mais il va opiner à une occasion. À une occasion, il faut opiner à une occasion. Oui. En la matière, il doit opiner à une occasion. Il ne peut pas sortir comme ça pour demander à la presse de venir l'écouter uniquement sur cette question. Et il ne s'agissait pas seulement de cette question lors de son débat. C'était une question parmi tant d'autres. Non, moi je pense, Marc, je pense que véritablement, Victor Topani pourrait quand même à un moment donné prendre la parole. Hein. Il peut demander à parler à la presse et évoquer le sujet. Bon, ça dépend. Uniquement de la, sur ce sujet. Ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il a cité des responsables de parti, des autorités administratives qu'il a saisies, qu'il a contactées. Je crois que il a eu à mener les démarches en amont. Et ça donc ça pouvait justifier sa sortie. Et même peut-être après, il avait continué à mener des démarches. Oui, justement. C'est pour ça ce qui peut le retenir à ne pas parler peut-être. Oui, parce qu'il espérait que... Oui, sinon, aujourd'hui, maintenant, on est en train d'entendre peut-être que l'ancien ministre sera rétabli au niveau du BR, par exemple, à Dambi, par exemple. Donc peut-être c'est des démarches également qui sont menées par d'autres acteurs politiques à divers niveaux et que peut-être que le CA aussi sera. Donc moi, je crois que véritablement, oui, en fait, en tant que député, il avait la possibilité de prendre la parole, hein, d'inviter les journalistes, de convier les journalistes à donner sa part de vérité. Tout à fait, un point de presse, il avait la possibilité, un point de presse, une conférence, forcément un point de presse pour dire, voilà, j'ai fait des démarches, mais voilà, ça n'a pas marché. Moi, je crois qu'au-delà de tout, je parlais des responsables du parti qu'on vous appelait. L'honorable Topani a cité, notamment le président de l'UP Le Renouveau, notamment le ministre de la décentralisation, notamment le préfet autorité administrative, le préfet de l'Atlantique, qui ont été contactés par, et notamment le maire également, qui ont été contactés par l'honorable. Il les a cités. Et c'est en cela que je trouve parfois bizarre les acteurs politiques. Hein. On dit en fond, hein, parce que tous qui sont concernés par ce dossier comprennent fond, hein, on dit dans la Ibo Zinkpoda Magboumé. En réalité, vous voyez le serpent, mais au lieu de tuer le serpent, vous commencez par taper dans le feuillage, malheureusement. Il a cité des noms. Jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun d'eux n'est monté au créneau pour dire, écoutez, il ne m'a jamais contacté, et ce qu'il a dit, c'est faux. Démenti, personne d'entre eux ne l'a dit. Mais on s'acharne contre le personnage en réalité. Et je le dirai jamais assez, nous sommes tous béninois. Et à un moment donné de l'histoire, nous allons nous retrouver encore autour de l'idéal, en fait, de notre objectif commun, le développement du Bénin. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à faire les choses autrement. Les gens ne rendent pas suffisamment service au chef de l'État. Parce qu'à première vue, dans de telles réactions, dans de telles sanctions, qu'est-ce qu'on voit? Qui on voit en premier? On voit en premier le chef de l'État. Malheureusement, à tort ou à raison, les gens diront oui, c'est le chef de l'État. À tort ou à raison, c'est le chef de l'État. Et puis, moi je dis une chose aussi, c'est que, au fond, quand on regarde un peu ce qui se passe là, est-ce qu'on a besoin de fonctionner de cette manière? Est-ce qu'on a besoin de prendre des mesures de cette manière? Le chef de l'État fait un travail, mais il y a des actions ou des décisions qui viennent peut-être peindre en noir pratiquement ce qu'il fait. En tout cas, et ça jette du discrédit sur le régime. Il est très important que ceux qui sont soutiens du chef de l'État aujourd'hui réfléchissent à leur manière de faire. Et même si parfois on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce que c'est vous qu'on a envoyé que l'histoire retient malheureusement parfois. Après, celui qui vous a envoyé peut dire, mais écoutez, quelle est la nôtre? Qu'est-ce qui prouve qu'on vous a envoyé? Qui vous souvient de cette affaire de 39 États? Les gens ont cité des noms et devant le juge, les gens ont dit, mais où est la preuve que vous avez été associé à votre affaire? Et pourtant, donc, quand on vous envoie, sachez vous envoyer parce qu'après, même si celui qui vous a envoyé ne vous a pas signé un document d'ordre de mission, un ordre de mission, ne vous a pas signé un engagement pour dire allez faire ci. Et donc, demain, c'est votre parole, sa parole contre la vôtre. Je crois que les gens doivent pouvoir ouvrir les yeux suffisamment et se dire que politiquement, nous devons réfléchir à commencer à faire les choses autrement. Faisons les choses autrement et faisons les choses en ayant au moins un peu de sens d'humanisme pour nos proches. Parce que il ne sert à rien de faire les choses. Jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun d'eux n'a eu le courage de dire ce que le CA a dit dans le groupe des élus là et qui a contribué à sa sanction. Aucun d'eux.
Et même pas nous-mêmes, quand sur les 6 jeunes francs, il n'a pas eu le courage de dire, il a dit qu'ils nous disent. Et là, nous, peuple, nous allons opiner pour dire, mais écoutez, bon, même si moi je le sais, je ne le dirai pas, mais je voudrais qu'eux-mêmes, là, ils ouvrent leur bouche. Pourquoi vous avez sanctionné le monsieur? Il a dit quoi de si grave? Et là, parce que personne ne peut accepter qu'on jette du discrédit du chef de l'État, et ensuite le chef de l'État. Ça, je le dis, le chef de l'État est dans une mission pour la République. Et au-delà de tout, vous pouvez le critiquer, mais il faut avoir les mots pour le critiquer. Il ne faut pas jeter du discrédit sur lui tout le temps. Il ne faut pas le traiter de tous les noms. Non, écoutez, il n'est pas un Dieu, c'est un homme. Il ne peut pas être parfait. Même si certains autour de lui ont tendance à le prendre comme un homme parfait, écoutez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout est perfectible. Donc moi, dans ma position, je pourrais continuer à dire, oui, il peut mieux faire. Si d'autres pensent qu'il a déjà mieux fait, il a déjà mieux fait, et très bien fait, plus que tout le monde, et plus que les anges, même venus sur terre, c'est à eux de voir ça. Mais je pense véritablement qu'il nous revient parfois de nous mettre au-dessus de la mêlée, et d'avoir le courage de dire au chef de l'État, avec les mots qu'il faut. Et la manière. À la manière, parce que l'autre nous vous dira quand on ne sait pas utiliser les mots. Il en a été victime. Donc, quand on ne sait pas utiliser les mots, on se retrouve là-bas et puis après on finit par rencontrer Allah. Voilà, nous allons aborder un dernier sujet avec Gaskiani Info. Gaskiani Info qui parle toujours politique. FCBE, les démocrates vers un divorce consommé. Voilà. Partagez-vous cette opinion du quotidien. Les démocrates. Ouais, vers un divorce. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils étaient ensemble? Voilà. Ils n'étaient pas ensemble, non? Moi, je crois que véritablement, ce n'est même pas un truc à mettre. Hein. On connaît la ligne du FCB, on connaît la ligne des démocrates. Ils sont de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Ils sont de l'opposition, mais ils n'ont jamais eu le même... Vous n'avez pas vu la main tendue de Roumpé dernièrement? Vers la mouvance. De la mouvance. On est revenu dessus plusieurs fois Paul ici. Roumpé tend la main à la mouvance pour avoir parrainage. Et vous parlez de divorce consommé entre FCB et démocrates. Attendez, quelqu'un qui a déjà montré sa ligne, qui a montré son idéologie, c'est-à-dire qu'il peut être de l'opposition et faire appel à la mouvance. Vous parlez de divorce encore en quoi? Et Paul Roumpé, on connaît sa position par rapport au parti des démocrates. Depuis que les démocrates, quand nous disions dans les années 2020, en tout cas autour de 2020-2021, que l'avènement du parti des démocrates, en tout cas quand les partis démocrates iraient aux élections, que le parti FCB allait progressivement disparaître, on était traité d'oiseaux de mauvais augure. Et on a vu 2023 ce que ça a entraîné pour ce parti. Et on sait que Paul Roumpé n'a jamais digéré le fait qu'il perde son poste de chef de file de l'opposition. Il en veut sérieusement au parti des démocrates. Et donc, aujourd'hui, malgré tout ce que les autres font, il ne veut pas s'associer. Comment on sait comment ça fonctionne? Donc, parler de divorce aujourd'hui, je pense qu'en réalité, c'est quand même pas... C'est même plus un débat à faire. Parce que déjà, dans la présidence de 2026, le monsieur, c'est pas le gars, monsieur Paul Roumpé, tend la main vers la mouvance pour demander les parrainages. Et vous voyez ça et vous dites encore divorce. Divorce en quoi? Comme s'ils n'étaient jamais ensemble, comme s'ils avaient déjà une vision commune. Les gens créent le cadre de concertation de l'opposition. Ils n'étaient pas dedans. Les gens ont dit qu'il faut revoir le fichier électoral. Ils n'étaient pas associés. En tout cas, il s'est désolidarisé en disant que non, ce n'est pas la peine. On a donné les moyens aux gens. Il a dénoncé, il a critiqué. On a vu la dynamique. De quel divorce parlons-nous? Un mariage qui n'a jamais eu lieu, parlerons-nous? C'était même pas du concubinage, c'était même pas du copinage. Pour qu'on espère dire qu'il y a, comment on appelle, rupture de fiançailles, malheureusement. Je crois que, véritablement, c'est des partis d'opposition, mais chacun a sa ligne. Paul Roumpé, les intérêts ne sont pas les mêmes. Bon, je ne parlerai pas d'intérêt. Les visions ne sont pas les mêmes. Les visions ne sont pas les mêmes. L'autre opposition, c'est tellement modérée. Et dans sa modération, puisque l'opposition constructive a disparu, et puisque l'opposition de principe a rejoint la mouvance, et puisque l'autre opposition est campée sur sa position, je vais parler de restaurer l'espoir, je crois que l'opposition modérée, lui, nous montre le chemin de ce qu'on peut être de l'opposition et collaborer avec la mouvance. Sauf qu'il refuse de rentrer dans la mouvance, mais il veut être dans l'opposition. C'est ce qu'on appelle les troupes faites. On ne peut pas être de l'opposition et vouloir s'associer à la mouvance. Ça n'a aucun sens. Mais il est libre, c'est un citoyen béninois. Nous ne devons pas le blâmer. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et les démocrates doivent pouvoir prendre acte de ce qui se passe et travailler
ici, ils ont été aux élections en 2023, pardon, et que le parti FCBE est parti, et que sans l'apport du parti FCBE, ils ont réussi à avoir 28 députés. Encore que là aussi, on peut retourner, voir aussi les réalités du terrain, c'est qu'ils sont en mesure de travailler toujours sans le parti FCBE. Maintenant, Paul Ronquet devra comprendre qu'il a tout intérêt, peut-être, hein, bon, c'est ma lecture à moi, de s'associer aux autres pour qu'ensemble ils soient forts. Parce que si lui seul est parti, même en 2020, où il a réussi à avoir les 7 mai ou les 6 mai, je ne le dirai jamais assez, malheureusement, je vais toujours le lui rappeler, il n'a pas réussi à se faire élire dans son beau-pas natal. C'est malheureusement, l'histoire est là. Donc, qu'ils comprennent que malheureusement, ce qu'il fait là, est-ce que ça va lui être profitable? Il a peut-être des intérêts inavoués quelque part. Attendons de voir. Marc Goudianou. Faire un divorce consommé. Moi, je le disais tantôt, hein, je dis que avant qu'il y ait divorce, c'est qu'en temps, il y a eu mariage. D'accord. Et qui dit mariage, ça veut dire qu'il y a eu un engagement légal, il y a eu une union reconnue socialement, il y a eu un projet de vie à deux, il y a une responsabilité émotionnelle, et j'en passe. C'est valable dans la politique. Donc, c'est valable, oui, c'est valable. Parce que quand je parle d'engagement légal, par exemple, c'est qu'il doit y avoir fidélité, assistance, respect, cohabitation. Tout ça même, c'est dans la politique. Et s'il n'y a rien de tout ça, aujourd'hui, quel divorce il y a? Donc, avant, ils étaient dans... Tout ce que vous avez cité, si on transpose ça pour le cas UP, on dit à quoi? Non, on va transposer, non. Ici, on parle de cas FCBE démocrate. Donc, tout ça n'avait jamais existé entre ces deux-là. Donc, aujourd'hui, je ne pense même pas qu'il y a divorce. Peut-être qu'en temps, ils étaient en train de commettre la fornication. Voilà. La fornication. Et donc, et quand aujourd'hui, chacun est libre de pouvoir décider de partir de son côté lorsque ce qui doit les unir n'est plus là ou bien ce qui doit leur permettre de collaborer n'est plus là. Donc, il n'y a même pas de divorce à ce niveau. Paul Ronquet a déjà montré sa position assez clairement, qu'il n'aime plus les démocrates, qu'il ne veut plus forniquer avec les démocrates et qu'il veut choisir une autre femme ou bien une autre épouse qui est plus belle, qui est plus, en tout cas, généreuse. Et c'est et donc, c'est là-bas. Donc, du coup, il a décidé délibérément de partir. Donc, il n'avait pas une alliance en tant que telle avec les démocrates. Et donc, il peut décider de partir à tout moment comme il veut. Et donc, on lui concède cela. Et nous, on a déjà toujours compris sa position par rapport à ça. C'est peut-être ceux qui n'ont pas compris, qui en parlent encore en termes de divorce. Sinon, il n'y a jamais eu mariage. Pourquoi on parle de divorce entre ces deux parties-là? Merci Marc Goudianou. Merci Roland Tonéikès.